Merci, chers amis. Nous sommes revenus encore pour la troisième et dernière partie de cette émission. Nous allons maintenant parler de la sortie des évêques du Togo, vendredi dernier. Les évêques qui remettent en cause les résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Joël, vous comprenez cette sortie des évêques? Pourquoi ils remettent en cause? Parce que la Cour constitutionnelle a validé l'élection. Faure a gagné la présidentielle de 2020. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est un parrain au chef de l'État. Et ce serait seul en Corée du Nord où on a vu son nom, j'oublie un peu, Yoon Suk, le chef de l'État nord-coréen plutôt. Kim Jong-un, c'est ça, parce qu'il y a des éléments de Kim Jong-un qui a livré son oncle éminence grise au chien. C'est seulement en Corée du Nord que tu peux voir ça, mais pour le moment en Afrique, le parrain, l'oncle protège son fils. Et donc Assouma n'a fait que son rôle d'oncle, de parrain qui a protégé son fils et contre Kodjo. C'est-à-dire que même si l'élection n'a souffert de rien, la déclaration qu'Assouma a faite le 3 mai contre Kodjo est venue carrément tout casser et a déshabillé la Cour de toute de crédibilité, quoi. Des moindres onces de crédibilité qu'on peut leur attribuer. Et donc, si les évêques, dans leur sortie, d'abord, déjà le 2 mars 2020, ils n'ont pas applaudi cette élection-là. Oui. Après, on leur reprochait de n'avoir pas été clair, direct, en appui à leur aîné et Kodjo. Il y a eu des élucubrations, des spéculations sur le fait que le pouvoir les aurait achetés, on leur a remis de l'argent, etc. Et ce n'était pas aussi gratuit. Donc l'archevêque de Lomé a dû sortir pour dire non, les évêques n'ont pas pris d'argent, etc. et appeler à ce que le pouvoir revise ses positions pour construire un pays plus uni. Donc ce qu'ils ont sorti le 20 dernier, nous on avait très tôt dit, est-ce que l'Église, comme l'a dit Apocalypse 3 verset 16, est-ce que l'église sera prophète Joël? Non, c'est pas c'est le prophète Joël. C'est là. Moi j'aime, c'est un titre que je n'aime pas, je supporte très mal. Ok, allons-y. Donc est-ce que l'église sera tiède, chaude ou froide? Bon, ce que l'église a sorti, moi je le dis, ce n'est pas encore totalement chaud, parce que l'église a dit, si tu es tiède, je te vomis. Si tu es chaud, sois chaud. Si tu es bouillant, sois bouillant. Si tu es froid, sois froid. Moi, je trouve qu'elle a été un peu tiède. Mais c'est un peu mieux que ce qu'on avait vu, ce qu'on a eu à voir par le passé. Donc, si l'Église critique les résultats aujourd'hui, tous les éléments sont là pour refuser la crédibilité de l'élection qui a vu Faure Gnassingbé s'attribuer un 4e mandat à la tête du Togo. Et donc, moi, cela ne m'étonne pas. Maintenant, il faut que les évêques aillent plus loin. Et c'est fini la parenthèse des spéculations sur comment on l'appelle, le départ du nonce apostolique nigérien, au Sri Lanka, etc. Mais c'est-à-dire que les brebis veulent retrouver leurs pasteurs responsables pour les amener à aller obtenir cette justice sociale-là qu'on prêche dans les églises. C'est ce que les brebis demandent. On ne veut plus des propos, des postures alambiquées pour calmer l'autre. Pendant que, depuis 2017, moi je disais qu'on reproche à l'opposition ou à qui que ce soit de ne pas tirer les marrons des dialogues, mais l'épreuve de 2017 nous a montré que le pouvoir en face n'est pas prêt à faire la moindre concession. Le pouvoir en face a montré sur toute la ligne. Regardez, depuis février 2017 où ils sont rentrés, 2018 où ils sont rentrés dans les pourparlers, qu'est-ce que le pouvoir uni a cédé? Rien. Ils n'ont même pas cédé un seul iota. Ils ont même pris au contraire. Ils ont fait le contraire. Voilà, de changer les lois, de faire une constitution taillée sur mesure, constitution presque à la burundaise. Mais donc on a en face, on connaît bien celui qu'on a en face. Donc le langage à tenir en face de lui, mais on a dit que Agboibo était pragmatique dans son approche dialogue, etc. Mais l'APG que Agboibo a accouché, qu'est-ce qu'on a pu tirer? Rien. Qu'est-ce qu'on a pu tirer? C'est bien beau. Il s'est démené comme un beau diable, il a fait. Il a donné le mieux de lui-même. Mais celui qui est en face,
Est-ce qu'il est prêt à concéder la moindre espace de liberté? Mais quand vous voyez comment nos journaux ont été suspendus au fur et à mesure de tout le monde, pourquoi? Juste pour avoir dit à une institution de l'État, vous appliquez mal la loi sur laquelle vous êtes basé. Ce n'est pas bon. En tant que père de famille, vous avez l'institution pour première mission de protéger d'abord ce qui est valeur. Et les valeurs, c'est la loi. Parce que c'est la conscience commune que nous mettons dans la loi. Et donc, quand tu es là, ça veut dire que tu es, comme je le dis toujours, un père de famille, un protecteur. Tu veilles à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et tu protèges d'abord le citoyen. Mais on ne le fait pas. Mais c'est le citoyen. Ça veut dire que quand tu deviens président de l'institution, c'est comme tu deviens le contremaître de l'esclavagiste. Et tu guillotines, tu as dit que tu flagelles à l'extrême ceux-là que tu es censé plutôt servir. Et donc, moi je dis, dans ce décor, il faudra que nos hommes, ceux qui sont les représentants de Saint-Pierre auprès de nos communautés à la base, adoptent une posture encore plus courageuse et plus engagée que ce qu'on connaît. On ne leur en voudra aucunement. Merci Joël. Déjà sur les réseaux sociaux, mais même dans certains journaux, on voit de quoi se mêlent les évêques. On va commencer par écrire tout ça là. Ça, on a toujours entendu ça. Il ne faut pas trop s'attarder sur des gens qui racontent sur n'importe quoi. Et on peut dire que les évêques ont été courageux, très courageux cette fois-ci. Je dirais qu'ils ont fait le service minimum. Il y a d'autres églises au Togo qui ne parlent pas, qui sont là, qui disent rien, qui sont avec le régime. C'est pour ça que parfois quand on en demande encore aux évêques, je dis bon écoutez, ils font déjà ce qu'ils peuvent faire. L'église sait très bien que cette élection était truquée dès le départ parce que l'église voulait faire de l'observation. Et elle a été interdite d'observation. Effectivement. Vous savez, dans nos pays, comme nos pays, il n'y a que l'église qui est partout comme la gendarmerie. L'église est partout. Dans nos pays, vous retrouvez l'église partout. Donc, les premières personnes à être informées, c'est les prêtres. Parce que les églises sont partout. Et l'église catholique est partout. Et après, vous avez les brigades de gendarmerie et tout ça. C'est eux qui maillent le territoire. Et donc, l'église sait plus ou moins ce qui s'est passé. Et quand les évêques prennent cette position-là, sur plusieurs sujets d'ailleurs, l'élection présidentielle qui a été totalement frauduleuse, on avait averti les politiques, mais ils sont allés, on a vu ce que ça a donné. Et puis après, sur des sujets d'actualité comme les assassinats, les crimes économiques, les crimes de sang, alors il faut quand même reconnaître que cette déclaration qui est sortie a ramassé tous les problèmes qui minent aujourd'hui notre société et dont tout le monde en parle. Et donc, c'est à leur honneur. C'est vrai qu'il y a une polémique, les gens disent oui, ça devient redondant, à chaque fois les évêques ils sortent des communiqués, et après ils disent rien. Les évêques ne vont pas faire la lutte politique par procuration. Faisons très attention. C'est vrai qu'on peut leur demander plus, mais les évêques ne vont pas se substituer aux politiques. Ce qui se passe dans notre pays, où on a dû, où on a été obligé, où, je ne sais pas comment le dire, où un évêque, un archevêque émérite, a été obligé de sortir de sa retraite pour devenir un acteur du débat politique. C'est un échec de la classe politique. Il faut avoir le courage de le dire. C'est un échec de la classe politique. J'ai lu une tribune dans le journal Le Monde. Vous savez, nous les journalistes, on a tout le temps, on est abonnés, on a tout le temps des rubriques d'un acteur de la société civile malienne sur ce qui se passe actuellement au Mali et qui dit exactement la même chose que nous disons ici en disant la montée en puissance de cet imam-là, c'est l'échec de la classe politique. C'est le discrédit qui est sur la classe politique qui fait que deux acteurs comme des imams, comme des évêques, sont obligés de s'inviter en politique parce que la parole de l'homme politique n'est plus crédible. Et ça a un revers dans une république. Parce que quand vous invitez les religieux à prendre le devant d'une lutte politique, il y a des conséquences demain. Et donc,
le fait que les évêques s'impliquent dans le débat politique et exigent la justice sociale, exigent la justice pour des gens qui sont assassinés, leurs familles et tout, c'est une bonne chose. Mais on ne va pas demander aux évêques de se substituer aux acteurs politiques qui ont passé 30 ans à être victimes de leur propre turpitude, à signer des accords bidons, à aller dans les dialogues qui n'ont rien apporté, à faire des choix hasardeux qui ont conduit la lutte dans l'impasse. Donc, la classe politique ou les acteurs politiques doivent tirer les leçons de tout ce parcours-là qu'on a eu et essayer de voir comment il faut remettre le politique au centre de l'espace public, plutôt que de laisser d'autres acteurs s'accaparer du débat politique. Vous voyez? Et donc, moi je pense que les évêques, ils ont fait de leur mieux, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Maintenant, à chaque acteur de tirer les leçons de tout ça et de voir comment on se saisit de ce message-là pour essayer de revenir, de crédibiliser la parole de l'homme politique. Parce que comme Joël l'a dit, ceux qui sont en face, je parle des gens du pouvoir, ils ne sont pas prêts de céder quoi que ce soit. Et ils l'ont manifesté à plusieurs reprises. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens sont allés au dialogue avec eux, ont fait des possibilités. Non, à chaque fois que vous leur tendez votre bras, ils prennent tout le corps. On a vu qu'avec le 17 août ou le 19 août, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont changé les lois sur toutes les manifestations pour refermer l'espace public. Effectivement. Et donc, quand vous avez en face des gens comme ça, c'est pas dans... je sais pas comment le dire, c'est pas... On n'est pas dans un Disneyland. C'est pas les enfants de cœur qui se battent avec ces gens-là. C'est pas des enfants de cœur qui se battent avec ces gens-là. C'est pas avec des enfants de cœur que vous vous battez. Et donc, il faut que les hommes politiques ou tous ceux qui ont intérêt à agir dans l'espace politique puissent comprendre le fond du problème togolais et réadapter la lutte. Plutôt que de continuer à faire ce qu'ils font depuis 30 ans avec des passagers clandestins qui sont dans le train de l'alternance. Parce que le problème aussi, c'est ça. Le problème que nous avons au Togo, c'est les passagers clandestins qui sont dans l'alternance, mais qui sont dans le train de l'alternance, mais qui roulent pour le pouvoir. Oui, mais justement... Et qui mélangent les gens. Oui, mais c'est là où, des fois, je me dis, bon, aujourd'hui, si Kodjo qui s'est lancé dans cette histoire depuis 90, ouais. Bien avant 90 d'ailleurs, ouais. Puisqu'il était identifié comme tel, même son ordination, etc., était objet à problème, etc., donc du moins de 90, officiellement, depuis qu'il a pris la tête de la conférence nationale souveraine, etc., AICR, là, il s'est engagé, à un moment donné, il s'est dit non, ok, je me retire, je laisse les acteurs politiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a une classe politique opposante, sérieuse? C'est là, c'est ça le problème. Est-ce que... Parce que là, il n'y a rien. Hein. Non, mais là, il n'y a absolument rien. C'est un statut. Tout ce qu'on nous sert, et juste pour que je vais le continuer, tout ce qu'on nous sert aujourd'hui, parce que sur le terrain, il n'y a rien. Il y a ceux qui sont dans leur mairie, qui font ce qu'ils sont en train de faire, et les autres, il n'y a rien. Tout ce qu'on nous sert aujourd'hui comme information, c'est des rumeurs. Forêt ici, forêt fuit, forêt quelque part, forêt... Non, c'est des histoires. C'est des commérages, c'est des commérages. On passe le temps à faire des commérages plutôt que de faire de la politique. Si vous, les hommes politiques, vous ne savez pas où se trouve votre adversaire, et vous faites de la politique, et vous relayez des rumeurs, nous les journalistes, si nous voulons savoir tout de suite où se trouve M. Fogna Singé, on le sait. Parce que nous avons des canaux pour le savoir. Comment est-ce que des hommes politiques qui sont en train de combattre quelqu'un ne savent pas où il se trouve au point de céder aux rumeurs? Je me demande, mais ce n'est pas le pouvoir qui injecte ces informations bidons dans l'opinion et les gens relaient ça pour dire oui, tantôt il va fuir, il est quelque part ici, il allait se cacher chez une de ses femmes au Bénin, alors que le gars est tranquille sur le territoire, il fait ce qu'il veut. Mais moi je ne comprends pas. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, dans les partis politiques, c'est le vide. C'est pour ça qu'on sait dans la rumeur. Lorsqu'on sort d'un processus comme celui-là, et qu'on se retrouve dans l'impasse, il y a lieu de faire rapidement une réflexion au sein de chaque parti politique. Les gens qui sont habitués à aller aux élections, il faut aller à des congrès ou des conventions. Si c'est les chefs de guerre qui sont à la tête des partis, qui sont inefficaces depuis des années, il faut les changer et remettre du sang neuf pour avoir de nouvelles idées. Moi, je le dis pour régénérer les partis. Mais en fait, je ne suis pas tous ces partis, mais je le dis. Mais on ne peut pas comprendre qu'à chaque fois qu'on sort des élections,
on a toujours les mêmes dirigeants de ces partis politiques qui s'accrochent à ces partis politiques, qui continuent d'alimenter le débat avec de fausses idées, qui font croire aux gens que oui, Mandela a fait qu'on est d'aller à la tête de son quoi, telle parti, personne a fait telle à la tête de son parti avant d'accéder au pouvoir, donc il faut nous laisser à la tête des partis, même si on a des échecs depuis 30 ans, il faut qu'on continue de tenir nos partis politiques. Non, en Europe là, tu vas aux élections. Un seul échec suffit que tu te dégages à la tête du parti. On a vu le cas de Lionel Jospin. Oui. Ici, il a fallu que Jospin perde les élections. La première chance qu'on lui a donnée contre Chirac, et où les extrémistes de Le Pen sont arrivés deuxième, il a eu la grandeur d'esprit de se retirer. Et c'est dans cette reconstruction-là que le Parti Socialiste est actuellement jusqu'à... Il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on ne trouve pas encore le vrai leader. Hollande qu'on a envoyé, on s'est rendu compte que non, il n'est pas... Ça y est, gérer les affaires d'État, c'est pas vraiment ça. Au point qu'on est allé prendre un Kidam, qui n'a même pas de parti politique, un jeune, mais qui vient de la Sérail parce qu'il a été poussé ici et là, pour qu'il vienne du moins sauver, parce que c'est toujours la même classe là qui est derrière. Et le problème au Togo, c'est que ceux qui financent les partis, ils ont des convictions, ils ont vraiment envie de conquérir, mais seulement les chevaux qu'ils mettent n'ont aucune envie d'aller conquérir le pouvoir. C'est ça le problème. C'est ça le problème dans le combat politique aujourd'hui. Quand vous les voyez tous tels qu'ils sont assis, il n'y a personne qui a en lui les éléments, qui a la triple nécessaire pour dire non. Parce que si tu as la triple nécessaire pour aller conquérir vraiment le pouvoir, tu ne veux pas parler de revanche, parce que ce n'est pas efficace. Il est dit, que la sagesse de la vie montre que ce que tu fais sur le tête de la vengeance, ça ne donne jamais un bon fruit. Or, nous parlons d'une nation. Et depuis 60, on n'a jamais réussi à créer une nation togolaise. Bon, pour créer une nation togolaise, il faut que tu te dises, mais attends, c'est quoi le problème du Togo? Comment je vais faire pour le résoudre? Et donc ça appelle d'abord à un sacrifice, à un dépassement de soi. Tu oublies même ta région, d'où tu viens. Dans les trucs ethniques. Voilà, on est toujours dans les trucs ethniques. Quand tu prends tous les partis politiques aujourd'hui, quand tu prends tous les partis, mais celui qui fait semblant d'être le plus rassembleur, c'est lui, mais quand tu vois, il y a le noyau. Il y a le noyau qui est là. Et les autres sont instrumentalisés, ils sont frustrés, ils se plaignent, mais ils ne peuvent rien dire. Les autres, on les a agrégés. Effectivement, on les a greffés. Ils sont les ailes marchantes. Ils sont les ailes marchantes du noyau, du vrai noyau, même du vrai noyau dur, qui va jusque dans la répartition même de la direction des sociétés d'État, dans les détails, même jusque dans les ministères. Nous allons parler bientôt de la décentralisation. Mais vous allez voir qu'ils ne sont pas prêts à céder. Donc, celui qui peut faire inverser cette tendance, c'est celui-là qui rassure tous les bords. Et cette personne doit être capable d'aller au-delà de sa propre personne. D'aller. Et moi, je dis, on ne peut pas aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui comme offre politique sur le marché, il n'y en a pas dedans. Bon, peut-être il y a un qui est assez acceptable, mais on comprend pourquoi il y a des mal les avait toujours qualifiés des hommes sur deux. Parce qu'il aime toujours appeler les opposants les hommes sur deux. C'est ce qui fait que l'Église est aujourd'hui, enfin l'archevêque Podro est aujourd'hui à 90 ans, se dit, il est au soir de sa vie, bientôt il va partir, il est obligé de prendre le devant, de mettre son charisme au service d'un candidat qui aujourd'hui n'a pas pu arracher le fauteuil. Est-ce qu'il arrivera à l'arracher d'ici là? On attend de voir. Mais c'est la même chose qui fait que même face au poids de certains Wads au Sénégal, on était obligé, les oulémas étaient obligés de rentrer en scène pour faire le contrepoids. C'est quand les politiques ont démissionné. Les politiques, ils jouent à la baballe, comme les chiens jouent à la baballe avec la chose publique. Le religieux est obligé de sortir, et c'est en cela que moi je félicite le Bénin, où on n'a pas vu les religieux venir sur devant de la scène pour faire quoi que ce soit. Même quand Talon dernièrement, quand ils ont voulu venir, ça dit que Talon étant un peu, je le qualifie de maquisa, parce il connaît tous les présidents, il a eu à mettre tout cela, donc il maîtrise bien. Sinon, on risque d'avoir la même chose, ça dit que le peuple risque d'aller demander à ces pasteurs et évêques là, mais ces politiques nous ont déçus. Venez faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et qu'est-ce qu'on va nous servir? On nous servira des messages messianiques. Oui, attendez, ça va aller, il faut prier, il faut faire ceci. Vous voyez, parce que c'est dans ça qu'on est actuellement. On est totalement embourbé. Totalement. Moi, je pense que
Ce qu'il y a lieu de faire là où nous sommes là, parce qu'il y a une colère qui est dans le pays, les gens n'arrivent pas à s'en sortir, et il n'y a personne pour canaliser tout ça. Il n'y a personne pour canaliser. Il n'y a pas de rassembleur, parce qu'on n'a pas construit un citoyen rassembleur. Et parce que les gens pensent, tout le long de notre histoire. Parce que les gens pensent que la presse au régime sera facile. Mais la presse au régime doit susciter toutes les inquiétudes. Parce que le Togo est assis sur, je ne sais pas, un volcan. Toutes les injustices qui sont dans ce régime depuis 50 ans et qui ont été créées sur l'ensemble du territoire vont revenir à la surface. C'est pour ça que je suis d'accord avec Joël pour dire que celui qui aura la responsabilité de prendre les taureaux par les cornes après ce régime doit être un homme dur. Parce que sinon le pays va aller dans tous les sens. Et très solide d'esprit. Très ouvert d'esprit. Les problèmes de terrain, le problème foncier, le problème de chefferie, les injustices. Vous êtes là, vous voyez comment est-ce que les communautés se battent là. Les combats contre quoi, on a vu les images là. On a séquestré des mères, tout ça là. Tous ces problèmes-là vont arriver à la surface. Comment vous gérez tout ça? Il faut quelqu'un qui oublie même qui vient d'une communauté, qui pense à l'État. C'est pour ça que moi, quand on parle de République, je dis aux gens, laissez vos histoires de je viens ceci, je viens ceci. Non, c'est le Togo qu'on doit sauver d'abord. Sinon, si après 50 ans de dictature, on tombe dans une période d'instabilité, on aura tout perdu pour ce pays. Mais c'est clair qu'on traversera une zone de turbulence. Comme dans un avion, on traversera forcément une zone de turbulence. On la mettra dans une période de transition. Mais il faut faire en sorte que l'atterrissage soit en douceur. Sinon, si nous perdons 60 ans de dictature, nous vivons 60 ans de dictature, bien 50 ans de dictature, nous glissons après dans une instabilité permanente, les Togolais auront perdu pour longtemps. C'est pour cela que il faut vraiment que les gens comprennent les enjeux auxquels notre pays est exposé et que ceux qui sont dans le débat politique, ceux qui sont les acteurs politiques doivent comprendre que c'est un sacrifice qu'on leur demande. Il faut d'abord. Ce n'est pas lève-toi, moi je veux m'asseoir. Il faut d'abord qu'ils aient se former. Lève-toi, Joël. Et son recré. Je veux m'asseoir. Non, lève-toi, moi si je veux m'asseoir pour manger, je vais amener mes frères, mes soeurs pour manger. Non. Parce que tout est à refaire dans ce pays. Tout est à refaire dans ce pays. Vous voyez l'état du pays? Vous avez l'état de notre pays? Mais c'est un pays qui est en friche. Tout est à refaire. Et pour le refaire, il faut des gens de poigne. Des gens qui ferment les yeux comme des bulldozers. Ils rasent tout. Pour le bonheur des générations futures. Et c'est ça qu'on appelle le sacrifice. Or, ceux qui sont dans la scène politique aujourd'hui, beaucoup ne sont pas dans cette logique. Les gens, bon, voilà, ils ont la mentalité du parti unique. C'est parce que, bon, il n'y a pas assez d'espace là-bas qu'ils sont venus dans l'opposition. C'est pour ça que de temps en temps, ils font... les va-et-vient. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont des passagers clandestins. C'est de l'alternance. Il faut les exécuter de ce train de l'alternance là et prendre des gens qui sont capables de faire le job. Pour que demain ce pays soit véritablement un pays solide où tous les Togolais se retrouvent dans un espace commun en disant nous sommes une nation et nous nous battons pour l'avenir de la nation plutôt que de s'enfermer dans des enclos ethniques en disant bon voilà nous on va se battre pour notre région parce que nous avons perdu pendant 50 ans et c'est notre tour. D'autres aussi vont dire oui nous n'avons pas lâché parce que bon nous n'avons pas fini de manger et voilà. C'est vrai, je comprends que le temps est avancé mais nous reconnaissons qu'aujourd'hui la situation au Togo, moi je suis toujours partisan, c'est pas que je suis partisan mais ce n'est que ça le passage. Il nous faudra d'abord mettre pour vision la construction de nouveaux citoyens. Il faut un rôliste là. Non, c'est justement. Non, tu as le parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation de ce que le Ghana était avant que Rollis n'intervienne. Mais malheureusement, on ne pourra plus faire comme on avait fait du temps des Rollis ou bien du prédécesseur de Samuel Doe, là, j'oublie un peu son nom. Voilà, et on fusille les gens publiquement, etc. On ne peut plus, ça dit que. Mais il nous faut une thérapie de choc. Non, il faut une thérapie de choc, mais tout en sachant que ceux-là qui ont toujours vécu, ils ne sortent de leur chambre que quand même il est midi, le soleil est au point culminant, ils ne savent même pas qu'il est encore jour, parce qu'ils ont les affaires, parce qu'ils sont bien nés. Ils sont de parfaits parvenus et ils n'ont jamais payé le carburant à 1000 francs, 2000 francs dans leur engin. Ils n'ont jamais payé les frais de restaurant, etc. Mais il faut qu'on sache que ces gens-là vont forcément vouloir faire truc là, vont forcément vouloir faire blocage. Mais je crois qu'il y aura un pardon, le pardon à un prix. Le pardon avec un prix. Et donc, au-delà de ça, tu permets, au-delà de ça, on a besoin forcément, on est comme le Ghana, avant Grand Lys,
Mais quand on arrivera là, il faudra chercher, même les pires, les sorciers, il faudra chercher un peu à construire avec eux, tirer ce qu'on peut tirer d'eux, hein, afin de construire vraiment une vraie nation. Parce qu'ils ont quand même une expérience. Ils ont un secret, ils tiennent des maillots du pays. Parlant de sorciers, parlant du Ghana, moi j'ai dit, on a atteint le fond. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la classe politique et on parle même du régime en place, on sait très bien aujourd'hui que nous faisons du statu quo. Ce régime ne pourra plus rien faire aux Togolais, rien servir. Ah, okay, ils sont à la limite, ils ne peuvent plus rien parce que le régime n'a pas réussi à s'adapter à la nouvelle donne. Ils sont toujours dans les pratiques anciennes. Et quand vous voyez, vous analysez très bien le système aujourd'hui. Pourquoi je dis que le système ne peut plus rien offrir? Parce que le système ressemble à un cancer en phase de métastase. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien obtenir de ce système-là. Il finira par, je suis convaincu, s'écrouler. Il finira par s'écrouler parce que c'est un système qui est en train de se désagréger de l'intérieur. Mais comme c'est un phénomène qui n'apparaît pas à vue d'œil, personne ne voit que le phénomène, le système est en train de se désagréger de l'intérieur. Aujourd'hui, on se rend compte que le système a des difficultés. Aujourd'hui, on se rend compte que à l'intérieur même du système, il y a des fissures. Aujourd'hui, on peut tuer froidement un chef-corps. Tu comprends, dans l'armée. Oui. Et que le système voit ses propres risques. Et ça envoie un message glaçant à des gens qui tiennent le système en disant, ah bon, nous tous nous pouvons finir comme ça. Oui. Et donc le système est en train de se désagréger de l'intérieur. Seulement, s'il y avait une force organisée en face, la chute serait rapide. Mais comme en face, il n'y a pas de force organisée, c'est la population seule qui se bat, le système va s'écrouler, mais ça prendra le temps pour s'écrouler. Mais ça s'écroulera de toute façon. Et donc, ce n'est pas un système qui a de l'avenir. Vous voyez. Et donc, c'est pour cela que, dès aujourd'hui, il faut préparer l'après-système. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens travaillent? Est-ce que les gens sont dans les laboratoires? Ils sont en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser le pays si jamais demain, on vous annonce le soir que, les choses se sont précipitées, que le système s'est écroulé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant qu'on va commencer par courir à gauche, à droite pour dire, mon frère, tu as un projet, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Par où on commence? Oui, les hommes politiques doivent être en avance sur le temps pour ne pas être surpris par ces genres d'événements. Parce que moi, pour avoir étudié l'histoire, je sais que les systèmes de ce genre finissent par tomber de la même manière. Et donc, le système est en train de se désagréger. Il tombera, et il ne faut rien attendre, en tout cas, de ce quatrième mandat. Si quatrième mandat, il n'y a pas de rebond à attendre. Il n'y a pas de rebond à attendre. Il n'y a pas de rebond à attendre. On va toujours colmater les choses jusqu'à ce qu'un jour, le barrage cède. Vous voyez, quand un barrage veut céder, avec la pression de l'eau, il y a des parties qui commencent par s'effriter. On colmate, mais un matin, et la pression de l'eau fait que le barrage saute. Et puis, tous ceux qui sont en amont, en aval du barrage, ne se sont pas préparés, l'eau les emporte. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est à la classe politique de faire la réflexion qu'il faut, avec bien sûr l'apport de nous qui sommes dans l'espace public, comme les journalistes. Non, mais on a un rôle déterminant, mon frère. Plutôt que de parler des champagnes qu'on a offert à un opposant parce qu'il a rejoint le camp autre là, mais parlons des vraies choses. Oui, parlons des vrais, de ce qui peut construire les citoyens. Parlons de ce qui divise et dénonçons dénonçons ce qui divise les Togolais, parlons de ce qui peut réunir. Raison pour laquelle moi je viendrai toujours sur le mot les valeurs. Il faut qu'on construise un nouveau citoyen togolais. Parce qu'aujourd'hui, le terrain est livré à la rapacité, à la médiocrité, à la parvenance. Mais vous faites le tour des services, vous demandez même aujourd'hui, hier on dirait que le Togolais offre le service, l'administration togolais offre le service de qualité, mais vous donnez le nom Joël, c'est difficile qu'on écrive correctement le mot Joël, un mot. De 4 lettres, je ne vais pas dire. De 4 mots. Un mot de 4 lettres. De 4 lettres. Ne dis pas un mot de 4 mots. Pardon, je suis bien là où je suis. C'est bon. Je ne vais pas chercher des histoires. Je ne vais pas chercher des histoires. Ah oui. Bon, tout le monde peut avoir les lapsus. Il faut concéder à celui-là d'avoir eu les lapsus, c'est bon. Mais vous donnez Joël. Vous allez dans un centre médical, par exemple, vous donnez le nom Joël. Moi j'ai ton nom. On a écrit mon nom, mais j'ai failli demander, madame, vous avez quel diplôme? Vous avez eu quelle formation avant de venir là? Mais quand nous voyons ça, quand nous faisons ce genre de choses, qu'est-ce que vous savez que c'est la République qui périclite?
C'est la République périphérique parce que la République périphérique par l'école. Ouais. La formation. Oui, la formation. Ouais. Les valeurs. Attendez, mais vous demandez aujourd'hui même. Moi je dis bravo parce que vous ne pouvez pas imaginer que les Nations Unies ont financé, le PNUD a financé le programme de civisme. Ouais. Hein? On a demandé de distribuer les bouquins aux enfants gratuitement. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui là. Pour les CP1, CP2, on donne les cours là. C'est un vieux programme qui était là. Ouais. C'est financé depuis. Mais un seul homme puissant, excellent dans la nuisance, a bloqué ce projet. Nuisible. Parce que il n'avait aucun marron à tirer. Il ne voyait pas pourquoi il va laisser autant de milliards passer, pendant que lui ne gagne rien. Mais quand vous le voyez, mais il vit de façon... C'est-à-dire que tu te demandes même si lui... Comme un de ses compères le dit, il n'est même pas capable de te donner 10 000 francs. Si le jour il te donnera 10 000, 20 000, il faut venir le prouver. Donc, moi je dis, la République périphérique, il faut qu'on sauve ça rapidement. Il faut des hommes courageux. Contre nous, et parlant de ça, juste une minute, 2 minutes, un membre du système dont nous parlons encore ici, le ministre Boukpessi, fait ombrage aux maires élus. Est-ce que c'est possible à un ministre de donner des injonctions aux maires? Bon, il faut lire d'abord la loi sur la décentralisation pour comprendre quel est le rapport entre l'administration et le ministère de l'administration et l'administration décentralisée aujourd'hui, qui sont les maires et tout ça. Moi, je n'ai pas lu franchement la loi sur la décentralisation telle que conçue par le régime ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est une disposition de la loi qui oblige les maires à rendre compte régulièrement au ministre. Je ne sais pas. Donc, je ne saurais véritablement dire qui est dans le droit, qui n'est pas dans le droit. Mais je peux faire une observation de forme. Quand un ministre veut parler à des maires, on n'écrit pas ce français qu'il a écrit là. C'est ça qui est extrêmement grave dans notre pays. C'est-à-dire que, je l'ai maintes fois dit, les gens comme les Boukpessi, c'est la démocratie qui a fait de ces gens-là ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ils sont devenus aujourd'hui les ennemis de la démocratie. Boukpessi était parmi les opposants à la conférence nationale dans le parti UTJ. Il faut se demander s'il était vraiment opposant. Ah oui, peut-être c'était un passager clandestin. Voilà. Et donc, ils avaient créé l'UTJ, lui et M. Sogoyou qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était pendant longtemps député. Et c'est comme ça que le Boukpessi, en s'affichant comme opposant, est devenu ministre dans le premier gouvernement de Kofigo. C'est comme ça que Boukpessi est devenu ministre. Et je le dis toujours que celui qui a signé le premier acte, c'est la première décision, qui a amené les militaires à se radicaliser contre la transition de Kofigo, c'est Boukpessi. En tant que ministre des Transports à l'époque et je crois des sociétés d'État, quelque chose comme ça. Il a interdit à Yadema de prendre l'avion présidentiel. À l'époque des communiqués des FATS. De prendre l'avion présidentiel. Et les militaires ont trouvé que c'était une humiliation à leur chef. C'est comme ça que les militaires ont commencé par se radicaliser par rapport à la transition. Vous voyez. Et avec tout le méli-mélo de Kofigo, je sais que bon, la transition ne s'écroule totalement et que les Boukpessi, en bon nageur, se retrouvent dans le camp du RPT, ou peut-être c'est le RPT qui les avait envoyés, peut-être ici, infiltrés ici, donc ils sont retournés dans leur maison. Et c'est ce monsieur qui est aujourd'hui un des vrais bourreaux du système démocratique, dont il a été le plus grand bénéficiaire. Les Boukpessi, quand ils étaient aux affaires, il a acheté une maison en France. J'ai dit, il a un domicile à Franconville. Ceux qui sont dans la diaspora, ils peuvent aller vérifier. Et ils sont passés dans toutes les sociétés d'État, ils ont ramassé. C'est ce travail que la diaspora aussi ne fait pas. Oui, oui. Les gens de la diaspora, nos amis, parfois, bon, excusez-nous d'être un peu dur avec vous, tous les ministres voleurs qu'on cite ici, qui ont acheté des appartements chez vous en Europe, qui mettent leurs enfants là-bas, vous pouvez trouver les adresses. C'est facile. Mais les Camerounais le font. Pourquoi les Togolais ne le font pas? Voilà. Les gens qui vous martyrisent ici, qui vous martyrisent vos parents ici, qui vous ont contraint en exil, ils peuvent venir se cacher chez vous là-bas et que vous les laissez tranquilles. Les Camerounais ont compris. Et donc, les gens comme les Boukpessi, c'est eux. Et moi, lorsqu'on a lancé le processus de décentralisation dans ce pays, j'ai dit dans plusieurs débats qu'une dictature ne se décentralise pas. Mais quand même, on n'a pas besoin de faire sciences politiques pour comprendre ça. La dictature, c'est la concentration du pouvoir dans les mains
d'un seul individu. Et si nous partons du fait que le Togo est une dictature, avec quelques éclaircies de liberté, la dictature ne se décentralise pas. C'est la raison pour laquelle le pouvoir a tout fait, même sous la pression de la communauté internationale, a fait des lois arbitraires sur la décentralisation, en faisant des maires des godillots de la République. Aucun maire ne fera rien. Là où nous sommes en train d'enregistrer l'émission là, mais nous sommes à la rédaction. Il y a des conseillers municipaux qui sont venus ici pour nous dire, voilà, à Fagna, le préfet et le trésorier qui a été nommé par le ministère des Finances sont en train de faire de la pagaille dans la mairie et que la mairie est totalement paralysée. À Agou, il semble que la mairie est partie en éclat, le conseil municipal est parti en éclat. Partout, c'est des conflits. Parce qu'en réalité... Une précision, à Agou, on a voté 8, ils sont 11, on a voté 8 contre 3, pendant qu'il y a au moins 6 élus de Guinée. Il y a au moins 6 élus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont voté contre leur propre frère. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, d'accord. Ils veulent les maires, ils veulent les élections locales, non. Ils disent qu'ils n'ont plus besoin de délégations spéciales. Faisons les élections locales, mais à notre manière. Et c'est nous qui allons toujours continuer par contrôler tout. Et aujourd'hui, en fait, tous les maires se plaignent. Vous avez entendu les maires qui ont dit que depuis 1 an, ils n'ont pas d'argent, ils ne font rien. Ils ne feront rien. Ils n'ont même pas d'argent pour balayer les rues. On leur a arraché les marchés, le contrôle des marchés. Les marchés, je parle des marchés, ce n'est pas les marchés comme offre. Non. Les tickets dans les marchés, on leur a pris tout ça. On leur a pris tout. À Lomé, on a pris dans des mairies où ils savent qu'ils ont perdu, ils ont pris les grands, les endroits qui peuvent générer beaucoup de marchés. Par exemple, c'est les PAM, gérés par une cousine de Boupessi. Vous savez que les PAM, qui est l'établissement public de gestion des marchés à Lomé, qui a été créé depuis, je crois, le tas du maire Amouzouvi à Kakpo avec un programme du PNUD. Et lorsque la dame qui était là, quand on a brûlé les marchés de Lomé, à Yélévi, elle est partie. On s'excuse. Et qu'elle est partie, et que les femmes ont voulu qu'on leur nomme quelqu'un d'autre à sa place. Boupessi de façon assez subtile. Parce que l'adjoint de Madame Ayélégan était un certain il était un certain Tchakpele ou quelque chose comme ça. Bon, c'est un thème. Ils ont dit non, que comme c'est un thème, ils ont trouvé un argument parce que c'était chaud en ce moment, que c'est un colis. Donc on ne pouvait pas prendre là-bas. Donc il est éliminé. Normalement, c'est lui qui devait monter pour prendre la responsabilité. Ils l'ont mis à l'écart. Ils l'ont mis à l'écart. Et qu'est-ce que Boupessi a fait? Il est allé prendre une de ses sœurs, commissaire de police, qui ne comprend rien dans la gestion de marché, pour nommer à l'État. Et depuis, ils sont en train de faire la pagaille là-bas. Ils sont en train de ramasser l'argent. L'EPAM est devenu une vache laitière pour le ministère de l'administration territoriale. On prend des billets d'avion, on prend des bons d'essence à l'EPAM. Mais comment est-ce qu'une commissaire de police, pendant que les braqueurs sont là en train de semer la pagaille même au portail du ministère de la Sécurité, au lieu d'être dans un commissariat, est en train de gérer les marchés. Voilà Boupessi, parce que c'est sa sœur. Vous voyez. Et donc, voilà des gens qui ont profité de la démocratie et qui sont devenus aujourd'hui un véritable obstacle pour la démocratie au Togo. Et donc, moi je ne suis pas surpris que les relations entre les maires et le ministre de l'administration territoriale soient aussi tendues. Et je peux vous assurer que ces maires ne feront rien pendant les 6 ans. Ils n'ont même pas l'argent pour payer leur salaire. Depuis là, ils n'ont même pas de salaire. Quand on est des hommes politiques avertis, on ne tombe pas dans des pièges comme ça. On ne tombe pas dans des pièges comme ça. Aujourd'hui, le pouvoir peut dire à tous les partenaires, nous avons organisé les élections municipales. Oui. Vous avez voulu qu'on organise les élections, comme Paul Biya l'a fait au Cameroun pendant longtemps. On a fait les élections municipales. Les maires, ils sont là. Ils n'ont qu'à chercher l'argent pour travailler. Que les gens peuvent aller faire les partenariats à l'extérieur. Nous ne les empêchons pas. Mais l'argent qu'on doit même retourner aux maires, parce qu'il y a des quotas de ristourne pour les mairies, on ne leur retourne pas ça. Et donc, qu'est-ce que je fais dans ces mairies-là? Qu'est-ce que je vais aller faire dans une mairie comme ça? Merci Ferdinand. À vous, Joël, je ne repose pas la même question, mais la décentralisation a permis aujourd'hui de se rappeler la route Lomé-Kwalimé avec Bouban qui a pris le marché et qui fait les travaux. Non, mais tu me laisses placer le parce que on n'interrompt pas le temps. Parce que peut-être c'est une coïncidence, mais ça fait trop. Que souvent, quand on dénonce quelque chose, c'est la semaine qui suit que l'État prend une décision. Parce qu'il a fallu qu'on crie à des bruits de Capharnaüm dans la décentralisation pour que le ministre, parce qu'on a mis en exergue la posture de ces trésoriers payeurs.
C'est ça. Que ces trésoriers payeurs. Ils sont devenus de grands Manitou. Voitures devenues de Grand Manitou et qui se permettent, par exemple, vous allez dans la commune de Grand Lomé, à Agoué, par exemple, les trésoriers payeurs qui est un kidam envoyé par Boukossi, qui se permet de faire traîner les salaires jusqu'au 12, au 10, 12, des responsables de famille. Hein, pendant que dans le golf, comme le monsieur il est bien rodé, les gens sont payés à l'heure, à la minute. Hein? Mais bon, comme celui-ci, et c'est comme ça dans toutes les... presque tous les maires, les 117 maires se plaignent. Des secrétaires généraux qu'on leur a envoyés, parce que les secrétaires généraux sont envoyés par qui? Par le ministère de la décentralisation territoriale et par plus militantisme. Parce que les gens qui ne savent même pas comment faire, bon, on va faire économie, la compétence n'y est pas. La compétence n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés. Et c'est maintenant les partenaires qui ont exigé qu'on fasse la décentralisation, comme Ferdinand le dit. Les partenaires se rendent compte que c'est une supercherie. Évidemment. Dans lesquelles on les a envoyés au point que l'Allemagne dit non, nous on va financer maintenant les mairies, parce que quand tu fouilles, les mairies sont logées dans les maisons des barons. Oui, c'est ça. Ils ont profité pour louer maintenant leur maison. Ils ont loué leur maison, soit leur maison à eux ou bien à leurs proches, etc. Ou bien des prêtres, non, etc. Mais les mairies sont logées, c'est-à-dire que l'argent retourne à eux. Donc, que ce n'est pas de gré. C'est maintenant qu'on comprend pourquoi depuis 2017, le budget des élections locales était dans la ligne élections locales était dans les budgets, mais on n'a jamais organisé parce que tantôt on dit il n'y a pas de local, tantôt la loi n'est pas chose là, et tantôt ça dit qu'on prend toujours des alibis pour en arriver, puisque normalement l'État était parti pour... Normalement, on doit avoir une décentralisation également régionale, c'est-à-dire on doit avoir des gouverneurs de région. Et du temps que Bawara soit passé par là, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour faire des gouverneurs, des gens nommés. Et les partenaires ont dit non, on ne peut pas nommer des gouverneurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils seront issus des élections. Donc, on devait organiser les régionales en 2020. Bon. Enfin, durant cette année, quand le Covid est arrivé, donc ça veut dire, selon les spéculations, a priori, d'ici 2021, on doit tenir les régionales. Et là, c'est encore un autre problème pour eux. Mais donc, quand vous voyez, d'une façon ou d'une autre, c'est vrai, ils sont allés à la décentralisation, malgré eux, mais ils y sont et on ne pourra qu'améliorer. Et c'est grâce à cette dénonciation-là que nous faisons dans le fonctionnement, comment les choses vont, les abus, etc., que maintenant ils reviennent partenaires, s'ils veulent vraiment. Parce qu'on ne peut pas éternellement financer quelqu'un, vous leur remettez l'argent. Quand Kakonou Bouko parlait de la prospective, et de voir aujourd'hui à quoi l'esprit, c'est ça, c'est-à-dire savoir à quoi, qu'est-ce qu'on finance, faire une évaluation après. On identifie le problème, on fait un parfait diagnostic, et quand on finance, on évalue après pour voir, on parle de la gestion assez sur le résultat. Quand aujourd'hui on en parle dans les locaux de la CASEF, du CASEF, etc., ce sont que des mots pour eux. Bon, le partenaire a demandé de parler de ça, non? Bon, on en parle. On parle de budget, programme, on en parle. Mais dans les faits, les habitudes, on la vie dure. Donc il faudra aujourd'hui que ces partenaires-là qui nous envoient des milliards, c'est vrai, c'est un prêt, ce n'est pas cadeau, mais qu'ils mettent là, à place des instants, pour voir vraiment si les choses se passent comme ça s'est passé dans les autres localités, où par exemple vous voyez, vous allez au Mali, il y a des villes, donnez-moi une ville, des villes, voilà, qui se sont développées juste par la puissance de la décentralisation. Mais tel que les choses se passent aujourd'hui, où celui qui contrôle l'argent, il est envoyé par le pouvoir, celui qui est la mémoire, les secrétaires généraux, ils sont envoyés par le pouvoir, tout est dans les mains du pouvoir, où le comble même, c'est que, peut-être je vais m'arrêter là, c'est qu'au sein même du pouvoir, au sein des élus unir, il y en a qui viennent pour régler des comptes à leurs confrères de parti. Non, il y en a qui viennent parce qu'ils veulent recruter ses frères de les frères de sa région, etc. Ça dit que c'est carrément, comme on l'avait dit, un Capharnaüm, c'est du méli-mélo total dans les années. Donc on n'est pas encore en pleine décentralisation, sinon, dans la boue, comment est-ce que les élus unis vont voter contre leur maire, le maire unir, pour qu'ils s'allient avec la LC et bien sûr pour voter contre le maire unir. Donc c'est carrément du n'importe quoi. Il faut qu'on aille au-delà de financer des locaux, parce que vous allez à Kouma. À Kouma, c'est arrivé que les élus se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de local. Sur à Kouma-Konda. C'est arrivé, comme dans plein de régions. Au nord, ça dit qu'il y a des élus qui sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont même pas de local où installer leur bureau. Et c'est là, les gens ont cotisé pour aller louer
une chambre salon avec des chaises plastiques achetées sur le marché. Ou bien, voilà. Ou bien tu amènes. Ça dit que ce sont des mérites de fortune que nous avons. Et dans ces conditions, comment est-ce que vous pouvez vous asseoir, avoir l'esprit tranquille, parler de votre milieu. Donc, ce n'est que du folklore qu'on a fait pour la génération. Il faut vraiment qu'on s'asseye pour assainir le. Merci. En guise de mot de conclusion, ma question sur le tronçon Lobé-Palimé. Oui, sur le tronçon Lobé-Palimé, mais je sais. Oui, mon frère, laisse-nous. Les fidèles de l'émission de moi. Nous sommes des porte-flambeaux. Non, c'est ici qu'on verra que quand nous parlons de l'esprit nationaliste, aller au-delà de nos complexes. Parce que c'est ça aussi qui laisse le développement au Togo. Les gens sont tellement hyper complexés qu'ils n'arrivent même pas à s'auto-canaliser pour voir. Mais c'est ce qui fait que je fais ombrage. Vous parlez tantôt de quelqu'un que le truc là, la démocratie a ramené. C'est parce que la personne avait en lui des volontés de revanche. Et il se rend compte, il se dit non, ok, d'accord, je vais d'abord dans le camp de l'Est pour jouer au Judas, pour le pousser dans le trou, et après je récupère. Et il est là. Vous vous rappelez que ce monsieur a eu, avant qu'il ne soit dégommé du ministère, qu'il ne soit dégommé en 2007, avant. Dans cette histoire de transfert de fonds au ministère des Finances. Non seulement transfert de fonds, on a fait un emprunt obligataire de 41 milliards. On n'a jamais rendu compte. Oui, c'est ça. On n'a jamais rendu compte. Il a été bougé à 13 heures. Voilà, ça a disparu comme ça. Et donc, quand aujourd'hui, pour faire, c'est maintenant on choisit de faire la route Adidogomé-Palimé, mais je me demande quelle question se pose quand on décide de faire telle route. Parce que derrière une route, c'est des recettes que l'État vise. On dit le développement, la route de développement passe par le développement de la route, c'est ça? Oui. Donc quand vous voulez faire une route, vous voyez tout ce que vous avez attiré. Est-ce qu'il y a une activité économique? Est-ce que ça va booster quelque chose? Est-ce que les populations dans ce milieu font vraiment... Est-ce qu'il y a du business? Donc s'il fallait faire une route, c'est la route qu'il fallait faire premièrement. Depuis Adidogomé-Palimé. Parce que non seulement Adidogomé, c'est une zone dense. C'est une zone dense parce qu'à Adidogomé, on a commencé par habiter à Adidogomé bien avant. C'est-à-dire qu'à Adidogomé, Lomé a commencé par s'étendre vers Adidogomé. Avant Agoué, tout ça. Bien avant de parler d'Agoué. Adidogomé, voilà. Bon, ceux qui connaissent Lomé. Adidogomé était le titre déjà dans les années 70. Tout à fait. Avant qu'on ne songe à Agoué. Ouais. Et donc après Adidogomé, c'était Zanguera. Ouais. Zanguera, après, avant de parler d'Agoué. Et donc, il y avait déjà le marché d'Adidogomé est l'un des plus vieux marchés. Tout à fait. Qui était au camp, hein? Qui était contigu au camp. Effectivement, qui était contigu au camp. Donc, ça veut dire que pour être cohérent avec soi-même, pendant que vous centralisez les recettes, vous créez l'OTR, vous voulez augmenter les recettes, la première des choses à faire, c'est de bitumer le tronçon d'Adidogomé parce que malgré l'état comateux dans lequel on a laissé le tronçon Tsegbé et rond-point Adidogomé Tsegbé, vous voyez toute l'activité économique qui se mène là-bas. Malgré que l'accès soit difficile, les populations bougent. Est-ce que nous voyons la même chose là où on a investi des milliards pour faire des goudrons? Soyons sincères. Parce que dans un pays, les populations ont leur spécificité. Vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, mais n'allez pas demander à un BT d'être aussi excellent dans le commerce qu'un Dioula. Même quand on dit que les Dioula sont des étrangers, reconnaissez que en cela, ils sont mieux que vous. Et vous êtes mieux dans d'autres choses. C'est comme au Togo, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être plus agriculteur que d'autres. Ce n'est pas dans leur ADN. Par contre, le produit de cette agriculture, vous le remettez dans la main de l'homme qui ne cultive jamais, il est un excellent vendeur. C'est quelqu'un, tu lui remets 5 francs, il te le transforme en 1000 francs. C'est inné. C'est comme on ne peut pas aujourd'hui, on a beau faire, on a tout fait pour envier les Libanais, mais les Libanais ils ont cette expertise-là, ce flair, de transformer. Vous voyez un Libanais qui est installé au restaurant, mais ça veut dire que il te donne tous les arguments pour aller payer chez lui et de le préférer à ton frère togolais. Parce qu'ils ont ça en eux. C'est inné, c'est ce que Dieu donne. Donc, quand vous voyez ça, il va de soi que la route la soit faite depuis. Maintenant, aujourd'hui que les gens sont installés, les gens se démènent. Parce que ce que le terre collecte à Adidogomé,
Mais c'est qu'on refuse de le communiquer. Mais on le voit chaque fois sur le terrain. C'est là où ils pourchassent plus les pauvres femmes, etc. Maintenant, on met leurs activités à rude épreuve. On les fait déménager. Avec tout le coût, on vient de sortir du Covid. Ouais. Novici a été sevré. On a sauvé Novici. Et Novici, quand on a eu également le dénoncer la semaine dernière, le lendemain, on nous dit que Novici, elle revient avec... il faut que tu aies coronavirus et tu auras Novici. Non, c'est le mot d'ordre. Quand tu as coronavirus, il faut finir d'avoir coronavirus et puis tu auras Novici. C'est ça le mot d'ordre. J'espère que le micro fonctionne oui, bien. Ça va. Oui, donc, à Dido Gomé, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, en plein au lendemain du Covid, où les gens veulent renaître, de casser. Moi, j'ai fait la route aujourd'hui jusqu'à la. C'est un razzia. Mais qu'est-ce qu'on le propose comme solution de rechange? Même la voie de contournement qu'on propose, c'est une voie qui passe, qui est jonchée par plusieurs baies. Flaques d'eau. Qui est jonchée par des mares. La voie qui passe derrière les rails là. Oui. Est-ce que c'est une solution? On ne savait pas qu'on allait faire la route là. Maintenant, bon, je sais que Ferdinand va ajouter sa part comme tu me suivres. Et maintenant, les 214 milliards, oui. Ça fait environ 15% du budget national. On veut le mettre dans la main d'un étranger. Bon, c'est un peu péjoratif. Ça veut dire que de quelqu'un qui n'est pas natif du Togo, qui n'est pas... On peut nous prouver... Et Boumaf ne va pas recruter plus de Togolais que si on donnait l'argent là à une entreprise togolaise. Peut-être nos entreprises ne sont pas assez costauds pour embrasser, mais je me demande même quel ouvrage d'art il y a sur ce tronçon. Créer des rétentions d'eau et les voiries à Palimé. Il n'y a pas de structure de BTP au Togo pour ne serait-ce que leur donner les 19 milliards qu'on va investir à Palimé. Il n'y a pas de structure de BTP. On ne peut pas les réunir en un consortium occasionnel où on vous dit voilà ce que nous voulons. Entendez-vous pour lever ce marché, pour ne serait-ce que quand on parle du PND, investir cet argent-là et on le sort juste parce que on n'aime pas quelqu'un, juste parce que bon, ça comme je le dis, on ne l'aime pas, et je ne sais ce que je vais gagner derrière, etc. Quoique ils vont toujours gagner derrière. Parce qu'au moins, les gens de leur famille, on va les envoyer, leur mettre les gilets là, et puis les casquettes là, ils vont ne serait-ce que faire la supervision. C'est de la richesse qu'on crée. Cette entreprise a laissé des écueils sur le tronçon Tandjouaré Mango depuis 10 ans. Nous avons le cas à Dido Adin, devant l'hôtel Concorde, où il suffit la pluie même s'annonce déjà, les premières gouttes de pluie, c'est inondé, c'est impraticable. Mais nous ne doutons pas, on parle de l'expertise, d'accord. Mais l'expertise, on en a chez nous ici. À plus forte raison qu'on a décrété la politique nationale de consommation locale. Pourquoi on ne consomme pas localement les BTP? Je ne veux pas faire la publicité des structures, mais on connaît les structures qui sont là. Faisons grâce de ceux-là qu'on a mis sous terre par la haine, par la jalousie. Parce que, bon, peut-être que tu le diras, celui-là qu'on a forcé de déposer le bilan parce qu'il a refusé d'aligner les 10 milliards. Ceux-là qui acclamaient quand on le noyait, eux-mêmes sont noyés aujourd'hui. Ceux-là qui acclamaient quand on noyait Seco, aujourd'hui ils sont noyés parce que... Mais qui tue pas l'épée? Mais pas l'épée. Ah oui, merci. Oui. Ferdinand, vous je crois que Joël a tout dit. C'est vrai que les entreprises togolaises ne sont pas visibles aujourd'hui dans le domaine des BTP. Ça fait un peu mal. On sait que Seco est monté ici en flèche. Et puis bon, voilà, il y a eu... je ne sais pas, des problèmes en interne dans le système, la jalousie, on a détruit cette entreprise-là. Et puis bon, voilà, les gens sont contents, ils disent oui, ils voulaient faire le petit malin, on l'a détruit, bon, maintenant on n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et bon, on est obligé d'aller chercher les gens de l'extérieur. Ce qu'on ne dit pas dans cette histoire de route de Lomé-Palimé, d'abord, c'est une bonne chose de refaire cette route parce qu'elle a tellement souffert. Et c'est une route, comme Joël vient de le dire, très dense. Tellement dense que il vient de décrire toutes les conséquences économiques de ce chantier-là du razzia qui a été fait hier et aujourd'hui. C'est vrai que, bon, on nous dira les gens sont dans le domaine public, c'est vrai. Je me souviens, en 94, Edem Kodjo disait, quelque part, les gens ont dit oui, c'est toujours lui, trop intellectuel. Edem Kodjo disait, Lomé ne peut pas être un marché sans fin. Partout à Lomé, vous avez des gens qui sont dans les rues.
une capitale ou une ville, il y a des normes. Il y a là où les gens peuvent vendre, il y a là où on ne doit pas vendre. C'est ce que nous n'avons pas encore réussi à appliquer à Lomé. Quand on parle de citoyen, un citoyen modèle. Vous avez vu la route collège protestant là, boulevard des Armées, les gens ont commencé par mettre les conteneurs partout pour vendre. Sur le trottoir, il faut les dégager. C'est vrai que les gens m'ont dit oui, c'est difficile, oui, mais une ville a des normes. Oui, parce qu'on ne leur a pas indiqué là où il faut vendre. C'est ça. Et c'est cette emprise-là. On ne leur a pas indiqué là où il faut vendre. C'est cette emprise-là que les gens, et c'est comme ça que les gens se sont installés dans l'emprise de la route et de la voie d'Aïchido pendant longtemps, parce que les gens ont oublié même que cette route sera bitumée un jour. Donc les gens ont transformé tout le bord de la route en marché. Il y a les conteneurs qui sont alignés. Et puis un matin, on ne leur donne pas de moratoire, alors que nous sommes dans une situation de crise généralisée sur le plan économique. On détruit tout en un temps record. Et ça, je pense que ce n'est pas bien. Parce que cette route a été confiée à ces sociétés il y a longtemps. C'est pour ça que je dis, il y a un détail qu'on ne dit pas aux populations. Pourquoi c'est Ebomaf? C'est parce que l'État est tellement endetté que l'État n'est pas en mesure de financer lui-même cette route-là. Et donc la banque, donc l'entreprise est allée mobiliser les fonds avec la caution, bien sûr, de l'État auprès des banques. C'est ce qui s'est passé. Et ça, ils ne l'ont pas dit. Mais ça veut dire que si moi ne fait pas, c'est l'État togolais qu'on va venir chercher. Et ça, ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Tu vois, c'est pour ça que ce n'est pas un appel d'offres qu'on a vu dans les journaux classiques où on a sélectionné. C'est parce que l'État avait des difficultés à mobiliser de l'argent que l'État a dit, bon, mais si vous pouvez mobiliser, est-ce qu'il y a une entreprise togolaise en ce moment qui pouvait mobiliser autant d'argent? Les entreprises qu'eux-mêmes ont déjà détruites. C'est ça le problème. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, j'ai vu les caractéristiques de la route. On dit qu'elle sera comme la route qui part de la station d'Agbalepédo pour aller vers le marché d'Agoué. Donc, 3 aller, 3 retours en deux choses. Jusqu'à Zanguera. Jusqu'au péage. Et du péage jusqu'à Mouepé, ce serait comme la côtière, double voie, pour rejoindre le contournement. Et de Mouepé à Palimé, une seule voie, mais beaucoup plus élargie. Alors, le souci, c'est quoi? Le souci, c'est par exemple à Tikoumé. Le petit rond-point d'Atikoumé, là, où il y a les stations d'essence, là, tout autour des rails, là, qui ressemble à un taudis, à un bidonville où les gens s'installent, là. C'est un domaine public. En tout cas, de mon analyse, c'est un domaine public parce que je ne vois personne. Non, ça va de soi. Parce que je ne vois personne, un individu, quelqu'un privé, venir construire au beau milieu de cette route. Parce que c'est une route. Normalement, dans la réflexion de la route, là, il faut casser tout ça, y compris la station d'essence, pour que la route soit dégagée et que toute cette zone soit dégagée. Mais comme la station d'essence, c'est certainement pour un baron, ils vont contourner tout cet obstacle-là et laisser le taudis là où il est. Alors la route, c'est pour embellir la ville. Si vous faites la route après et puis la ville n'est pas belle, il y a un souci. Mon second souci, c'est la rétention d'eau. Il y en aura une comment l'appelle-t-on, à Tikba, celle qui est là depuis et qui a des soucis là de l'autre côté de la frontière, peut-être elle va être peut-être agrandie. Mais il y a une qu'on va faire au niveau de la douane, Segbe, jusqu'au niveau du lycée technique. Il y a des maisons qui veulent casser là-bas. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé aujourd'hui pour dire qu'on est venu leur donner des injonctions de quitter leur maison d'ici 1 mois et de venir dans un bureau CASEF avec les titres fonciers de leur maison parce qu'on doit casser les maisons. Toutes les maisons, en dehors du jardin public là, jusque là où il y a la sûreté, tout ça là, on va casser tout ça pour en faire une rétention d'eau. Moi, j'ai un problème avec les rétentions d'eau à Lomé. Je pense que des gens ont fait des études d'ingénieurs pont et chaussée et que moi j'ai vu dans des villes comme Accra ou dans d'autres villes en Afrique où on a fait des caniveaux sur des kilomètres pour convoyer l'eau. Je ne comprends pas pourquoi Lomé, on crée des rétentions d'eau partout qui deviennent ensuite des problèmes pour des riverains. Parce qu'on a beau faire des calculs, on a beau faire le calcul de mètres cubes que va absorber la rétention, et il y a toujours des pluies qui arrivent et que la rétention est débordée. Soit les enfants vont là, ils meurent, soit les riverains sont débordés. Avec les conséquences topographiques. Voilà. Et donc, moi je pense que c'est une erreur de mettre encore une rétention d'eau au carrefour de la douane là-bas, et dès qu'il y aura une pluie, toute cette zone va être débordée, la route sera débordée, comme la rétention d'eau qui est un champion
Adjudant Gomé là, qui déborde quand il pleut là. Non, la rétention se retrouve actuellement dans l'emprise carrément de la voie. Voilà. Et quand il pleut là, la station Cap Essor, la rétention d'eau qui est là-bas, elle devient la préfecture des lacs. Excusez-moi. On n'arrive pas à circuler. Les gens font des contournements parce que tu passes là-bas, tu es emporté par l'eau. Alors, s'il faut multiplier les rétentions d'eau au bord de la voie et qu'à la fin, les rétentions d'eau deviennent des dangers pour les usagers, je pense que j'ai un problème avec ça. Pour le reste, il faut prier que... Moi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, lorsqu'on veut faire une voie comme ça, qu'on fasse une partie de la voie, le temps de laisser les activités économiques se dérouler à l'autre partie, et qu'à la fin, la seconde partie qui est terminée commence par travailler et qu'on retourne vers l'autre partie. Parce que si cette voie est immobilisée pendant 2 ans, vous imaginez ce que cela va créer à l'économie togolaise, mais aussi aux recettes, à l'audière. Et je viens de le dire, sur cette voie, vous avez un champion à Tigoumé, vous avez Concorde et l'autre champion. Concorde et tous les autres là. Et la Samaritaine. Samaritaine, tout ça. Vous continuez, vous avez les stations d'essence qui sont au bord de la route. Vous avez Café Informatique. Vous avez Champion Agito Gomé. Vous avez tout un tas de choses jusqu'à Zanguera. C'est vrai qu'on va dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais il faut trouver une formule pour que le bitumage de cette voie ne tue pas l'économie qui est au bord de la route, pour permettre à l'État aussi d'avoir des recettes. Sinon, ça va être la catastrophe. On est en train de sortir du Covid. Et vous avez vu le scandale qu'on a créé avec la route Lomé-Fougan. Pendant des années, tous ceux qui avaient des activités, en commençant par le collège Saint-Joseph jusqu'à Kégué, ont dû résilier les contrats de toutes les maisons où les gens louaient, les boutiques, les entreprises qui avaient, les avocats qui avaient leur cabinet, tout le monde est parti pendant des années, les gens n'ont rien mangé. Donc je pense que il faut que l'État trouve une formule en accord avec cette entreprise-là pour que le bitumage de la route puisse préserver tant soit peu l'activité économique de manière à ce que sur cette voie-là, les gens ne se retrouvent pas dans la misère alors qu'ils ont des biens qu'ils peuvent mettre en valeur. Voilà ce que moi je pense. Je ne sais pas combien de temps on va bitumer la route, mais je pense que c'est parti pour plus de 2 ans. Il faut faire en sorte que, peut-être même 3 ans, il faut faire en sorte que l'économie sur cette voie-là ne soit pas totalement tuée par le bitumage de la route. Voilà on parle de l'économie, on parle de l'emploi. Je voudrais juste dire que je voudrais croire qu'ils vont prendre exemple sur ce qui a été fait sur le contournement, qui est passé par Canfir jusqu'à déboucher à Mwepé, là, où c'est ce que les Chinois ont fait. C'est-à-dire que pendant qu'on fait une partie, de la voie, l'autre partie, est en activité. C'est-à-dire qu'on ne coupe la voie que par endroit, vu le genre du travail. Et puis après, on libère. Et bon, ça y est, là, on ne sentira rien parce que quand on va pénaliser, c'est vrai, ceux qui sont sur la voie là, mais c'est... La route Adjido Gomé-Kpalimé dessert beaucoup de régions. Ah oui. Nous venons de parler du Badou. Ça, quelle plus-value va tirer du bitumage de Kpalimé, Atakpamé, Badou et autres, là qu'on vient de finir, si les produits ne pourront pas venir à Lomé et il faudra surexploiter maintenant le tronçon qui quitte Agoué pour venir à Lomé. Parce que le tronçon qui quitte Agoué pour venir à Lomé n'est pas fait 3x3. Et 3x2 plutôt. Donc il n'est pas conçu pour supporter autant de trafic. Or, mais tout ce qui vient de ces régions, de ces greniers-là, du Togo, emprunte la route de Kpalimé pour arriver. Donc, il s'impose à l'État. Et seconde chose, de trouver rapidement une solution. Il faut qu'on fasse la voie de Ségbé. Ah oui, ça c'est clair, parce que c'est la catastrophe. Il faut obligatoirement qu'on fasse la voie de Ségbé. Et ça, c'est... chargé. Il faut demander à une entreprise togolaise d'aller lever les fonds dans les banques comme l'autre l'a fait. Au moins, il faut que l'État... Au moins l'entreprise togolaise peut le faire rapidement. Voilà. Et charger tous les acquis. Et charger également la voie de... comment vous l'appelez, la déviation, qui sera faite parce que la déviation n'est pas chargée. Elle n'est pas du tout adaptée pour les. Elle est plutôt dangereuse. Non, elle est plutôt dangereuse. Je pense que la presse va faire son travail parce que les bureaux de contrôle, tout ça, c'est les mêmes. Et donc
la presse va essayer de regarder pour voir comment les travaux vont débuter, comment ça va avancer. Et s'il y a des choses qu'il faut relever, il faut les relever pour que, bon, on ne dépense pas autant d'argent pour une voie, pour qu'à la fin, on se retrouve dans des problèmes. Merci, messieurs. Merci. Toutes nos excuses. Nous avons été un peu plus longs aujourd'hui dans cette émission, numéro 47. Merci aux techniciens. Je voulais juste placer un mot en disant à tous ceux qui nous suivent de nous excuser pour le numéro, je crois c'est 45, où la troisième partie n'a pas pu être mise en ligne parce que le jour de l'enregistrement ici, on avait eu un souci. Il y avait une pluie et donc il y avait eu le tonnerre. Oui. Et puis bon, avec tout l'effet de la société, tout ce qu'on avait ici était disjoncté. Des choses étaient totalement grillées. On a dû récupérer au moins les deux premières parties. Et comme la troisième partie, on était en pleine émission avant que la chose n'intervienne, on n'a pas pu récupérer ça. Dans cette partie, je pense qu'on avait beaucoup plus parlé de politique à Goïbor, le décès d'Agoïbor et tout ça. Donc il nous en excuse. C'est tellement abîmé qu'on ne pouvait pas mettre ça en ligne. Oui, voilà. Merci, merci. Nous croyons que nos suiveurs ont déjà pris nos excuses en compte. Merci à la partie technique, à Zangban Marc, qui est le chef technique. Merci à Koko Kouanou. Merci à Henri Bassakor. Merci à toi aussi, Théophile. Merci à tous les internautes et à la prochaine.